Et donc bonjour à tous, aujourd'hui vous vous retrouvez sur une nouvelle vidéo, on va parler de l'ENIAC. Ce PC est d'ailleurs probablement plus grand que votre maison actuelle. On va en parler du coup dans cette vidéo là, on va dire à quoi il servait, pour quelle utilisation il a été créé, à quoi ce PC a pu servir dans le futur des PC que nous on connaît aujourd'hui. Intro. Et donc on se retrouve après l'intro, donc petit disclaimer on va dire, on n'est pas mathématicien, physicien ou je sais pas trop quoi, ingénieur, ça va être assez simple, on a essayé de résumer un petit peu l'explication etc. Donc s'il vous plaît ne nous en voulez pas trop s'il y a des petites imprécisions, ou alors si vous savez plus de choses, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, parce que ça peut vraiment apporter quelque chose à la vidéo. Et aussi deuxième petit disclaimer, c'est sur notre accent anglais qui est on va dire assez peu prononcé, voilà, Tout pour à être fait, gentil. relativement non développé finalement. Voilà, donc bon, de toute façon je mettrai tous les titres en bas, etc. Donc il n'y aura pas de souci pour ça. Mais bon, sur les prononciations, ça va être assez moyen, on va dire. Et donc après ces deux petits disclaimers, on peut commencer la vidéo. Donc du coup on peut commencer par le nom complet qui est Electronic Numerical Integrator and Computer. donc du coup ce qui veut dire en français intégrateur numérique électronique et ordinateur. Donc un nom assez vaste qui englobe quand même beaucoup de choses. Donc cet ordinateur a été créé et inventé par John Presper Eckert et John William Moseley. Et du coup c'est le premier ordinateur qui est considéré comme complètement électronique. Et donc du coup c'est le premier ordinateur à être Turing complet. Et donc du coup c'est un système qui est capable de réaliser des calculs algorithmiques. C'est pas le premier ordinateur électronique, parce qu'il y en a eu avant, et c'est pas le premier ordinateur à être Turing complet, c'est le premier à avoir l'ensemble des deux. Donc électronique, c'est simple, on comprend, il n'y a pas forcément d'action vraiment mécanique, même s'il y en a dans le calcul en soi. Mais alors, Turing complet, c'est très dur à comprendre, j'ai pas très bien compris en écrivant le script, parce que c'est vraiment très dur, mais voilà, donc c'est ce qu'on vous a dit, que c'est capable de réaliser n'importe quel algorithme en très simplifié, c'est ça, mais c'est beaucoup plus dur que ça. Donc du coup cet ordinateur à la base était conçu pour réaliser des calculs de table d'artillerie. Donc du coup lors des situations militaires, notamment avec la guerre de Corée entre 1951 et 1953. Donc en fait ça servait par exemple pour les missiles, etc., pour calculer leur trajectoire, enfin tous les calculs comme ça. Donc vraiment essayer d'optimiser au plus possible. Donc maintenant on va raconter l'histoire de cet ordinateur, l'ENIAC, pourquoi il a été créé, comment il a été créé, par qui, et qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie. Donc l'ENIAC vient d'une idée du professeur de physique John William Moseley. Donc en participant à une conférence, il voit des analystes qui font des calculs sur des tables de tir, et il se dit que ces calculs pourraient être faits électroniquement, donc ce serait beaucoup plus rapide. Donc ensuite, il s'associe avec John Presper Eckert, donc lui il conçoit des circuits imprimés, etc. Donc c'est un ingénieur, on va dire. Et puis donc du coup ensuite l'armée américaine commence à s'intéresser au projet, et puis donc du coup ils voient les possibilités qui peuvent être faites potentiellement avec l'ENIAC, et donc du coup ils veulent investir dans le projet, ils financent ce gros projet qui va durer d'ailleurs 2 ans. 2 ans et demi d'invention et de construction pour l'ENIAC. Donc ensuite, l'ordinateur commence à être créé à l'université de Pennsylvanie à partir du 31 mai 1943, donc c'est là qu'il commence vraiment à être construit physiquement. On n'a pas trop d'infos s'ils avaient réfléchi au projet avant, mais sûrement. Donc ça durait sûrement plus de temps que 2 ans et demi si on prend la globalité avec la recherche plus la construction. Mais en tout cas, la construction a duré 2 ans et demi. Voilà. Et donc ensuite, cette machine a été terminée le 10 décembre 1945, donc elle rentre en opération cette même date, et donc elle commence à travailler sur des calculs pour fabriquer des bombes thermonucléaires, donc ce sera sa première fonction. Et donc ensuite, l'ENIAC va être présenté au public le 14 février 1946. Et puis en 1947, il est transféré dans un laboratoire de l'armée américaine. Et puis donc du coup pendant 8 ans il va continuer à faire ses calculs de table de tir et ses prévisions. Et du coup il sera cessé d'être utilisé le 2 octobre 1955. Et donc du coup il sera très vite remplacé par l'EVAC, et qui est donc du coup le successeur de l'ENIAC. Alors donc on a du coup expliqué l'histoire donc assez succinctement on va dire, parce qu'il y a eu beaucoup plus d'étapes, etc. Mais maintenant on va passer aux caractéristiques techniques. Donc le premier point qui est extrêmement important, c'est qu'il faut comprendre que ça ne fonctionne
absolument pas du tout comme un ordinateur comme on a là aujourd'hui, ça fonctionne pas du tout pareil, parce que donc un ordinateur d'aujourd'hui ça fonctionne en binaire, en base de 2, donc voilà, avec des 0 et des 1, mais l'ENIAC fonctionne en base de 10, donc avec des calculs décimaux de 0 à 9. Et aussi, il n'y a pas de microprocesseur comme on retrouve aujourd'hui avec le CPU, il n'y a pas de RAM, enfin c'était vraiment différent comme concept. Et donc l'ENIAC c'était un ordinateur qui était vraiment volumineux, donc il contenait 17 468 tubes à vide, donc les tubes à vide c'est on peut dire l'ancêtre des transistors qu'on retrouve aujourd'hui. On retrouve 7200 diodes à cristal, 1500 relais, 70 000 résistances, 70 000 c'est énorme, 10 000 condensateurs, et 300 voyants lumineux, donc petite LED, ou voilà. Donc ça fait beaucoup d'éléments. Et puis donc, du coup, on estime que dans l'ENIAC, il y a eu environ 5 millions de soudures à la main. 5 millions. Vous pouvez vous dire que du coup, pendant les 2 ans et demi de construction, il y a eu, je sais pas, imaginons une vingtaine de personnes, une trentaine de personnes qui soudaient tous les jours pendant Voilà. 2 ans et demi. Et donc du coup, tout aussi comme une spécification assez folle. Donc pour refroidir ce superbe ordinateur, il y avait 2 ventilateurs de 20 chevaux chacun. C'est relativement conséquent. Et donc du coup, sa forte consommation était de 150 kW. Donc oui, on est bien d'accord, c'est juste énorme. Oui, par rapport à aujourd'hui, 150 kW pour une machine qui est là tellement pas performante maintenant, enfin ça n'a aucun sens. Mais on voit vraiment que la technologie a énormément évolué au niveau de l'efficience énergétique. Donc 150 kW, c'était quand même beaucoup. Donc du coup, l'ENIAC était tellement imposant qu'il pesait environ 30 tonnes et qui occupait une surface égale à 139 mètres carrés. C'est juste démentiel pour un ordinateur. Ouais, donc ça fait la taille d'une maison, d'une maison quoi. Enfin, relativement classique. C'est énorme. Et donc en puissance de calcul, comparé à l'ordinateur ZUS 3, donc on va dire l'ordinateur principal qui était le prédécesseur de l'ENIAC, qui était lui électromécanique, par contre qui n'était pas 100% électronique, mais qui était toujours Turing complet. Sur un calcul d'addition, l'ENIAC était 80 000 fois plus rapide que son prédécesseur. Donc vraiment, il y a eu une énorme avancée pour la vitesse de calcul et aussi, surtout, pour la fiabilité de ces calculs parce qu'il y avait beaucoup d'erreurs, etc. Et avec l'ENIAC, il y avait de moins en moins d'erreurs, même s'il y en avait quand même énormément. Ce qui est donc du coup forcément une grosse avancée technologique, d'où le fait que l'armée américaine a vraiment voulu investir dans le projet parce qu'ils voyaient finalement une grande opportunité. Et donc pour voir quelques chiffres, on estimait qu'il pouvait faire environ 100 000 additions par seconde, 357 multiplications par seconde et 38 divisions par seconde. Bon maintenant ça fait rire, hein, mais à l'époque c'était un truc de fou, enfin, c'était une vraie révolution technologique. Et donc du coup pour un cycle de fonctionnement de 1 calcul, on a 6 étapes de réglage à faire. Donc du coup la première étape c'est la programmation. Elle se fait manuellement avec les opérateurs qui branchent les câbles et qui arrêtent les commutateurs pour faire le programme. Donc ça c'était selon qu'est-ce qu'ils voulaient faire avec, les additions, les soustractions, etc. Donc c'était vraiment le travail de l'opérateur, c'était vraiment le programme. Voilà, c'était la base du truc. Et donc ensuite, donc la deuxième étape c'était l'entrée des données. Donc les données étaient rentrées dans l'ordinateur, entre guillemets, avec des cartes perforées, donc qui étaient lues par l'ordinateur. Et donc chaque trou de ces cartes perforées était converti en signaux électriques. Donc du coup ensuite on a la troisième étape qui est la transmission des données. Elle se fait par des câbles et les cartes perforées justement que Damien vous parlait avant, du coup qui permettent d'envoyer des petits signaux électriques pour transmettre les données à l'ordinateur. Donc ensuite la quatrième étape, donc l'étape la plus difficile, donc c'est l'étape du traitement, donc du calcul. Donc chaque signaux électrique va vers des accumulateurs qui sont spécifiques à leur fonction. Donc il y en a pour diviser, pour additionner, soustraire et multiplier du coup. Donc ça se répartit donc, dans ces accumulateurs et donc on pourrait comparer ça à des unités de calcul en fait. C'est dans l'esprit c'est ça. Et puis donc du coup on a la fin de l'opération. Donc du coup on a un signal qui déclenche la prochaine opération. Et donc du coup les résultats sont envoyés dans différentes unités selon le programme. Oui, parce qu'il peut y avoir un calcul d'addition, puis après de multiplication, puis après de soustraction, etc. Donc vraiment, ça suit le programme, donc chaque accumulateur. Et donc ensuite, on se retrouve pour la sixième et dernière étape, le résultat du calcul, donc qui s'affiche soit avec une imprimante, donc ça imprime le résultat, et soit des cartes perforées, donc ça peut dire, c'est pas imprimer le terme, mais voilà, sur des cartes perforées, et ou alors avec des indicateurs, des lumières, etc. Donc voilà comment ça transmet le résultat. Et donc voilà pour le cycle de un seul calcul
donc qui est très simplifié, c'est beaucoup plus dur que ça. Mais pour expliquer très simplement, c'est ça ce qui se passe en fait pour un seul calcul. Et donc maintenant on va voir ce que l'ENIAC a apporté dans l'ère informatique, quelle évolution ça a entraîné, etc. Donc du coup, avant tous les calculs se faisaient par mécanisme mécanique. Donc du coup, lui, l'ENIAC a été complètement électronique, ce qui a grandement favorisé tout ce qui est vitesse de calcul et de traitement de données. Donc aussi, on l'a pas dit, mais l'ENIAC est le premier ordinateur 100% programmable, donc avec les opérateurs. Donc là, cette fois, c'était 100% mécanique, enfin voilà, c'était des opérateurs physiques. Donc brancher les câbles, régler les commutateurs, etc. pour faire le programme qu'ils voulaient. Donc c'était vraiment le premier ordinateur 100% programmable. Et donc du coup, l'ENIAC a démontré que les calculs à grande échelle étaient largement possibles et réalisables. Donc du coup, ce qui a motivé les investisseurs dans la recherche informatique et qui a notamment d'ailleurs donné naissance à l'entreprise IBM. Et donc du coup, ça a aussi apporté de nouveaux langages informatiques comme le Fortran. Et donc grâce à sa vitesse de calcul et ses calculs beaucoup plus complexes qu'on pouvait faire avec, ça a fait avancer la science. Et aussi notamment l'armée, donc là où était son domaine de prédilection, j'ai envie de dire, mais aussi dans le domaine de la météorologie, comme aujourd'hui on trouve des gros ordinateurs dans le domaine de la météorologie pour les prédictions météo, etc., avec tous les paramètres qu'il faut prendre en compte. Et donc ça demande beaucoup de puissance de calcul. Et donc c'est aussi en partie grâce à l'ENIAC qu'on connaît les ordinateurs qu'on connaît aujourd'hui grâce à l'architecture de John von Neumann, car les ordinateurs qu'on connaît aujourd'hui avec les microprocesseurs, la RAM, etc., et surtout en binaire, sont arrivés peu de temps après l'ENIAC. Et donc voilà donc tout ce qu'a apporté l'ENIAC dans l'art informatique. Donc on va conclure sur cette vidéo qui était dure à tourner parce que c'est pas simple de prendre les infos, etc. Donc c'est un ordinateur qui a révolutionné le monde avec son architecture Turing complet et que c'était un ordinateur 100% électronique. Il n'y avait jamais eu ça avant. Il a fait des grandes avancées dans l'armée, tout ce qui était météorologie, mais aussi pour la science. Ça a beaucoup fait avancer la science et les ordinateurs que l'on connaît aujourd'hui. Donc finalement, l'ENIAC a apporté une vraie brèche, une ouverture dans le monde pour tout ce qu'on connaît à l'heure actuelle. Et donc du coup, on espère que la vidéo vous a plu. On vous retrouve dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Et donc du coup, c'était Prestech. À plus.